François Bon, 1925-2025, une année avec Howard Phillips Lovecraft. On est de plus en plus à suivre ces vidéos au jour le jour. J'en suis infiniment touché, tellement au départ ça pourrait sembler un projet là un petit peu branquignol ou singulier, de plus en plus nombreux aussi, et sa gratitude, parce que il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. Le fait d'être ensemble, donc le PDF que vous recevez chaque matin, tous les messages qui me viennent en retour, les corrections, les précisions, les élargissements, il n'y a pas d'autre moyen que cette énergie collective. Donc gratitude à toutes celles et tous ceux là qui ont fait la petite démarche supplémentaire de s'inscrire là pour recevoir chaque matin directement dans votre boîte mail ce PDF. Et j'ai quelques messages aussi qui arrivent, par exemple sur la chaîne YouTube hier. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah quand même, faut chercher un peu tout seul. Alors, pour ce commentateur anonyme, que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, ordinateur. Vous savez qu'ici, dans ces vidéos, on joue là avec l'écran directement, on cherche en direct. Bon, petit retour très rapide, hein. Ça ressemble à ça. Diary 1925. C'est un petit carnet. Lovecraft s'en achète un tous les ans. Excusez pour ceux qui connaissent ça par cœur. Celui de 1925. Voilà son frère jumeau exact. On les trouve sur eBay. Et moi, les miens, à force de les tripoter, ils commencent à s'user. Il faut que je reparte un petit peu en chasse. Et à l'intérieur des toutes petites cases, et dans ces cases, Lovecraft gribouille aide-mémoire pour les longues lettres hebdomadaires à sa tante Liliane, probablement plus fréquente encore à son épouse Sonia. Ils se sont mariés il y a 8 mois maintenant, mais après des problèmes de santé lourds qui vont grever aussi cette année, elle a été contrainte de trouver un travail. Là, elle est à Cincinnati, encore dans l'Ohio. Ça va bientôt finir. Et c'est ce petit aide-mémoire de Lovecraft qui nous représente un chantier archéologique exceptionnel. Voilà quelqu'un qui va bouleverser l'invention de la littérature fantastique en la situant dans une longue tradition d'Edgar Poe, Nathaniel Hawthorne, quelqu'un qui est un brûlé de lecture, littérature. Ils sont toute une bande là, de jeunes types de 30 ans qui s'installent dans cette immense précarité d'une ville dure et qui veulent écrire, et en même temps c'est le déni. Lovecraft n'aura pas de livre publié de son vivant, enfin juste une édition fautive qui arrivera alors qu'il sera à l'hôpital. Il a 46 ans, il a un cancer de l'intestin grêle, donc on sera à peine 12 ans là, dans cette période là, qui va s'amorcer après son séjour à New York, et c'est tout ça qui est latent. Et ce chantier, ça permet de retrouver justement les livres, les lectures, les temps d'écriture, les postures physiques. C'est ça, moi, qui me mène. Et puis, quand on lit Lovecraft, on est dans des temps indéterminés, des villes souvent indéterminées, une ville fictive, Arkham, qui ressemble évidemment par bien des points à Providence. Mais quand on déplie ces petites notes du carnet en les resituant précisément dans les lieux, dans les trajets, là, et chaque jour apporte sa petite pièce minuscule, c'est le paradoxe, c'est-à-dire qu'on est chaque jour à explorer des petits trucs minuscules, ouais, mais si on multiplie ça par 365, qu'est-ce que ça va nous offrir au bout? Et pour ça, on a le journal qu'ils lisent, eux, quand ils descendent dans leur cafétéria Tiffany, là, au pied, là, au coin de la rue. Eh bien, il y a ces journaux qui sont roulés là, sur des grosses tiges en bois. Et évidemment, pour eux, c'est plus simple que d'acheter le journal directement. Ça leur arrive probablement quand c'est le supplément littéraire du week-end, mais dans une structure sociale qui, ces jeunes types, les ignorent. Ils sont les yeux braqués là sur l'Europe et tout ça. Alors, à quoi ressemble ce petit Diary 1925? Tous les jours, on fait ça. Ordinateur. C'est exactement le même graphisme que j'ai moi sur mon petit calepin trouvé, mais de 1928. La même marque, la même matière.
un tout petit peu plus petit que la marque de celui de 1925 que j'ai aussi, parce que j'ai physiquement besoin de ça pour mener cette exploration. Et la première case, c'est cette rubrique personnelle qui figure aussi sur chacun de ces carnets et qu'il a scrupuleusement rempli. Howard Phillips Lovecraft, 169 Clinton Street, Brooklyn, New York. Il s'y est précisément installé dans la chambre de cet immeuble de Clinton Street où on va habiter avec lui pendant un an. Là, au 31 décembre, il y a le téléphone. Il a le téléphone dans son studio et c'est évidemment communication avec sa tante, mais aussi avec Sonia et aussi avec tous ses amis là, et auteurs. Et en cas d'accident, prévenir, ce n'est pas son épouse, c'est la vieille tante, il n'a pas de docteur, truc, et il remplit scrupuleusement aussi son poids, 75 kilos. C'est un grand baraquet, 5 pieds 11 pouces, avec la voix au perché qui rit. Comme ça, surtout ses amis se moquent de lui pour sa facilité à rire de tout temps. Oui, avec sa voix piping, comme dit Hart Crane. Le numéro de sa montre, la montre c'est une possession importante, c'est une montre Waltham. Allez chercher, vous trouverez Waltham 1920, vous trouverez tous les modèles de cette marque, c'est sérieux. Je ne sais même pas si c'est pas celle qui lui vient. En tout cas, non. Il a une petite chaîne de montre à laquelle il a une petite bille bleue. On le sait parce qu'il la perdra bien plus tard en revenant de chez Bob Barlow. Et cette petite perle bleue lui vient de son grand-père. Et la chaîne de montre avec la petite perle bleue vient de son grand-père. La montre, je ne sais pas. En tout cas, il marque le numéro de série 4034 502. Sa pointure de chaussure, la taille pour les faux cols, c'est tellement important puisqu'on change pas de chemise tous les jours, on va faire une douche une fois par semaine, ainsi de suite, et ensuite il y a tous les petits renseignements que donne ce genre d'agenda, et on arrive à la liste des jours, et nous, ce qui nous concerne, on est en janvier. On a passé le 23, on a passé le 24, grande chance, on ouvre une nouvelle page, moi ça me fait un bien énorme de dire « Ouais, ça avance, ça avance ». Bon, on n'est pas encore au bout du marathon, hein. On est donc le 25, toujours un petit jour de décalage. Eux, ils seront le dimanche, alors que nous, on est le samedi 25. Et puis là, 2, 4, 6 lignes. Alors, il y a quelque chose de nouveau. Il y a une inscription biffée. Oui, il ne voulait pas qu'on lise ça. Et chaque fois, il va faire, là, cette semaine, ça, c'est nouveau, une suite de petites hachures. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, puis après, il arrête. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il gribouille là pour réveiller son stylo? Est-ce que c'est ça y est, je l'ai repris dans la lettre, c'est plus la peine d'en parler. Et après, voilà, l'expérience humble, modeste qu'on fait. Toujours à quelle heure il se réveille? Et si on jette un œil sur la semaine, ce que je fais pas en général, lever à 2h de l'après-midi. Levé à 16h30, levé tard, on n'ose même pas dire. C'est-à-dire que la vie de Lovecraft et de ses amis commence de se décaler avec prendre le café là, dans fin d'après-midi, on fera un repas par jour, mais ce repas, ce sera celui du dîner le soir, et puis ensuite il y a toutes les explorations de la ville, parce que ces villes-là, c'est toujours le cas à New York, tout ferme tard, et puis ensuite se retrouver, discuter. C'est peut-être ça, moi, aujourd'hui, qui serait de quoi on discute si on peut discuter autant. Alors, bien entendu, dans le journal, quelques mois plus tard, il y aura une rébellion. C'est-à-dire discuter, ouais, mais on ne fait rien pendant ce temps-là. Et à un moment donné, Lovecraft fermera sa porte. Il y a un moment là où, dans une lettre, il dit, mais comme un espèce de cri intérieur, quoi. Ils sont venus frapper à ma porte, je n'ai pas ouvert. Ils savaient que j'étais là, j'ai pas ouvert. Parce que c'est à la table, à l'écriture qu'il doit maintenant s'accrocher. Mais là, pour l'instant, je dirais que ce gars qui a vécu, attention, il y a eu Providence, il y a eu la mort de son père, ensuite
la mort du grand-père quand il avait 11 ans, qui les a contraints à quitter la maison familiale. Ensuite, il y a eu cette période de grosse dépression, sans aller à l'école, mais bon, il était accueilli à l'observatoire de la Brown University, le Ladd Observatory. C'est là où Walter Upton a découvert Pluton, c'est pas rien. Mais toute son adolescence, ça a été aussi ses premières expériences d'écriture, la chronique d'astronomie dans le journal de Providence. C'est ça qui le fait accéder à l'univers du journalisme amateur. Il devient responsable pour la région de Boston, qui est une capitale. Donc toutes les semaines au moins, il y a au moins une après-midi et une soirée à Boston. Il reprend le train en sens inverse à 23h. Il arrive à Providence à 1h du matin. Donc il y a quand même une socialisation. Et c'est dans le cadre de ce United Amateurs que petit à petit, il glisse vers l'écriture de la fiction. Et il y a cette espèce de coup de gong de la mort de sa mère. Et là, se dévoile l'auteur de fiction à travers ce type qui fait des chroniques scientifiques ou philosophiques. Et c'est dans le cadre de ces réunions United Amateurs qu'il va croiser une des responsables au niveau donc là, fédéral, Sonia, la New-Yorkaise, qui tient une boutique de mode et qui est très très impliquée dans ce monde-là. Pendant 2 ans, les rencontres deviennent plus fréquentes jusqu'à l'épouser là en 1924. Il rejoint New York et là, les amis de Sonia, qui sont aussi toute une bande beaucoup plus active, enfin très active dans ces United Amateurs, c'est ceux de Cleveland, parce qu'il y a des auteurs, un auteur de référence, Art Crane, mais bon, là, il n'y aura pas une grosse accroche, mais un proche de Art Crane qui s'appelle Samuel Loveman, qui va devenir pour Lovecraft une sorte d'initiateur. Oui, parce que un autre, George Kirk, a publié, a fait imprimer à Cleveland un échange de lettres au demeurant assez banal entre Loveman et le grand patron, Ambrose Bierce, qui va mourir d'ailleurs, ou qui vient de mourir. Et Loveman, donc, il a un tour d'avance, ainsi que publier aussi ses poèmes, qui sont beaucoup plus traditionnels d'ailleurs que ceux de Art Crane, etc. Mais Loveman va devenir la possibilité pour soi-même de devenir écrivain. Et Loveman, lui, s'est déjà installé à Brooklyn. Et ce George Kirk, là, qui veut ouvrir un commerce une librairie de livres d'occasion à New York, vient de s'installer. Avant, il était près de Central Park. Il vient de déménager pour s'installer juste la chambre au-dessus de Lovecraft dans cet immeuble du 169 à Clinton Street. Donc on a là un vrai virage dans notre petit carnet, aussi bien dans les horaires que dans la vie collective. C'est-à-dire, on se lève à 2h, Sonny arrive, donc il s'agit c'est le surnom, Son, c'est le fils, Sonny, c'est le fiston. Fiston, c'est Frank Belknap Long, qui sera marqué aussi FBL, ou quelquefois Belknap en toutes lettres, ou quelquefois Belknap en toutes lettres, parce que c'est une structure familiale. Les Belknap Long, il y a la maman de Frank, il y a son épouse et ses enfants, et donc pour Lovecraft, c'est une espèce de point d'ancrage différent de toutes ces petites billes errantes dans la précarité la pire que sont tous ses autres amis. Arthur Leeds, là on va bientôt faire un spécial focus sur ce Leeds qui m'émeut chaque fois. Donc Belknap arrive, Leeds arrive, et puis Kleiner arrive. Tu as l'impression qu'on rend compte là d'un événement sportif. Arrive, voilà, Belknap Long arrive, fait son entrée, et voilà Leeds, et maintenant Kleiner. Ouais, alors que, bon, c'est pas important, c'est discussion in bathrooms. Ça, c'est la première fois. C'est-à-dire que on va chez lui, ah ben tiens, on va aller voir Kirk au-dessus. Eh ben, ils y vont. Et après, on redescend chez Lovecraft. Et eh bien, Belknap Long s'en va et le reste de l'équipe le raccompagne jusqu'au métro et s'engouffre là dans cette cafétéria Tiffany qui est un peu leur cantine. Et Samuel Loveman les rejoint. Vous voyez les grands événements. Et puis ça va continuer, discussion, cafétéria. Et à un moment donné, on dirait presque un truc militaire.
le reste se sépare, reste disperse, et en général il écrit retire, vous voyez on a le mot retire ici le lendemain, mais on ne fait pas de spoiling, et en général c'est là, quand on se retire, que revient le mot qu'on a vu la semaine dernière, right. Right, majeur, voilà, route, non, route, elle d'ici, là c'est une lettre à la vieille tante, mais vous voyez ce right, c'est-à-dire une fois qu'on s'est séparés, là, en général vers minuit, 1h du matin, eh bien les 3 heures suivantes, c'est écrire. Alors l'autre aspect de notre rituel, point 2, c'est le PDF. Alors voici moi le 25 janvier, ça ressemble à ça. Donc une transcription la plus précise possible de ces petites logos griffes, en essayant d'être précis, et plusieurs fois on a réussi à corriger ensemble, et quand je le transcris en français, eh bien au lieu de mettre les initiales, et ça, je crois qu'on est les premiers à faire ça, c'est chouette, de mettre les noms en entier, ça permet d'indexer, d'utiliser les fonctions recherche. On fabrique aussi tous ensemble, vous savez, un dictionnaire avec les noms, avec les lieux, avec les liens vers les archives, les documentations. Donc là, on est vraiment dans du wow, quelque chose. Et puis un développement personnel. En gros, c'est une espèce de dialogue même avec ce que je dis là, ce que j'improvise oralement. Rituellement, maintenant une nouvelle présentation, directement donc le petit bandeau, là, le fac-similé du carnet pour le jour, l'endroit précis où on est, et puis le New York Times pour le contexte. Et dans le PDF, eh bien, c'est des choix d'articles. Regardez par exemple ce que j'ai trouvé aujourd'hui, c'est le supplément littéraire, puisqu'on est dimanche. Ça veut dire qu'il y a le Times, normal, mais à l'intérieur, il y a tout un livret de plus petit format qui est le Book Review, donc le supplément littéraire. Et puis un peu plus loin, il y a une section magazine qui inclut justement un maximum de photos. C'est-à-dire, il y a un cahier de photos, carrément, avec des montages. On l'a exploré une fois, on y reviendra régulièrement. Et puis une partie magazine, avec un tas de digressions, mais ils ne commanderont jamais d'articles. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils en auraient besoin, d'écrire des articles? Qu'est-ce qu'ils auraient à dire? Mais dans cette partie Book Review, on va aller voir, il y a quelque chose que je n'avais jamais remarqué. Nous, vous savez, c'est les forums. Je me souviens au début des années 2000, quand j'ai fait ces livres sur Rolling Stones, Led Zeppelin, il y avait un forum Led Zeppelin, mais tous les jours il y avait des trucs à dire, cette photo c'est quel jour? Ben oui, mais regarde, il a le même t-shirt que le truc. Et Rolling Stones c'était pareil. Et ça a été avalé ensuite par les réseaux sociaux, mais sur les réseaux on est toujours aussi dans cette démarche. Est-ce que ça te fait penser à quoi? Tenez, j'ai lu ça. Eh bien, on a dans le Times Magazine, dans le supplément littéraire, et autrefois, je me souviens à Libération dans les années 80, le courrier des lecteurs, eh bien, on a une série de requêtes et réponses, questions-réponses, et questions-réponses. J'ai lu ce vers-là, she was a robber's daughter, and her name was... je ne retrouve pas la source, je ne sais pas où j'ai pu lire ce fragment de poème. Et rien que ça, c'est quelque chose de magnifique aussi. C'est-à-dire les requêtes, ici, les questions, et puis là, les réponses. Donc les réponses qui vont être forcément concernant le numéro précédent. Mais c'est ces petites choses qui... En quoi elles nous intéressent? Non, elles nous intéressent en tant que liées à ces supports de publication et nous permettant à 100 ans de distance de visualiser des choses qui font partie de nos usages numériques au quotidien. Et en tant que tel, c'est intéressant. Oui, si on considère que nous, l'invention de récits, bah oui, parce que la littérature, ça s'écrit, ça s'invente. Si on veut avancer, cheminer en nous, là où s'invente l'écriture, bien, il s'agit de mettre à distance aussi nos usages, et là, ça nous y aide. Bon, j'insiste pas là-dessus, mais c'est ce qui me guide, et ce qui fait qu'on verra tous les jours. Par exemple, cette publicité, j'ai retenu aussi, là, dans la partie Book Review,
le livre de l'agilité mentale, avec 100 exercices. Alors certains, c'est des recompositions de puzzles, d'autres fois c'est des mots croisés ou des charades, et puis chaque fois évidemment c'est illustré, les petits dessins sont adorables, et évidemment avec le nom de ce savant cosinus, mais qui lui s'appelle Trimberrig. Qui c'est Trimberrig? Eh bien c'est Lawrence Hartman. C'est d'ailleurs très curieux si on prend le book review de voir. Il y a beaucoup de femmes il y a un plafond de verre qui est moins flagrant dans la littérature entre hommes-femmes que par rapport à cette littérature instituée et tous ces jeunes auteurs que nous on suit là. En tout cas, j'ai fait la connaissance de Trimberrig. Reste maintenant à partir sur Hey Books et puis trouver ce livre. Et bien, j'ai beaucoup aimé aussi, dans le Times, aussi au hasard, cette publicité. Alors, on est encore en plein hiver, il fait froid, Lovecraft vient de s'acheter d'occasion un radiateur à bain d'huile. Eh oui, mais bientôt, ce sera les ciels de printemps, et des ciels de printemps viennent ces silhouettes toutes légères, et regardez ce graphisme, avec là le soleil encore à travers les nuages, avec tout ce travail abstrait là qui s'installe dans le cadran supérieur gauche, et cette suite totalement dynamique de silhouettes féminines ébauchées avec ombrelle, et puis ici le texte lui-même, Grey, Amber and Blue. Et ça, du point de vue de la typographie, pourquoi? Eh bien parce qu'à l'époque, on ne fait pas ça sur Photoshop ou sur palette graphique. Non, c'est des types, ces dessinateurs, mais c'est aussi les jeunes artistes qui sont dans les mêmes qu'on peut croiser à la cafétéria Tiffany. Alors, un petit tour dans le New York Times directement. Évidemment, comme hier, c'était l'éclipse. Vous en avez peut-être un peu marre qu'on parle de l'éclipse. Ça vous inquiétez pas, c'est la dernière fois. Mais là, c'est comment le New York Times rend compte de l'éclipse. Et millions, c'est-à-dire on la voyait de la terre, de la mer, de l'atmosphère, et puis des millions de personnes, les villes se sont toutes arrêtées ensemble, parce que tous les habitants des villes, évidemment, regardez l'éclipse. Avec, est-ce que ça nous dit quelque chose? Ben oui, par exemple, ça y est, l'Empire State Building, on va commencer à le construire là, dans 2 ans, mais on parle déjà de skyscrapers, ces immeubles qui grattent le bas du ciel. Il en dit quoi, le ciel? Eh bien, à New York, tous ces gratte-ciels ont été investis par la foule, voire du 60e étage ou du 70e étage ou du 80e étage. Qu'est-ce que ça change par rapport à la situation ordinaire, ou comme Lovecraft et ses amis qui sont allés à Yonkers, là tout au nord de Manhattan, avec cette espèce de colline que vous connaissez peut-être, là juste au-dessus de l'Hudson, qui est évidemment un point très élevé, mais là tout d'un coup, les skyscrapers, la symbolique du gratte-ciel, rejoint la symbolique de l'observation, le petit observateur qui monte en haut des montagnes. Et vous savez qu'on a fait voler un Zeppelin, pas un Led Zeppelin, un Zeppelin tout court, un Zeppelin géant qui s'appelle le Los Angeles. Il est parti en retard parce qu'on n'avait pas anticipé les vents solaires durant le moment de l'éclipse. Ce brusque refroidissement quand tout devient noir, mais les scientifiques ont pu décoller dans le Los Angeles, au-dessus de New York, et faire leurs observations. Qu'est-ce que ça change? Où là, on n'est même plus sur le haut des gratte-ciel. On est à 500 ou 600 mètres à l'altitude de vol de ce Zeppelin géant. Et si on passe à la page suivante, on est encore dans le compte-rendu de l'éclipse. Voilà comment diverses personnes, donc les célébrités elles-mêmes, sont venues observer. Alors les célébrités, quand elles sont toutes derrière leur plaque de verre fumé, ça ne nous dit pas grand-chose, mais hier on avait ces belles photographies qu'on a trouvées. 3e page sur l'éclipse, celle-là elle est intéressante.
Regardez ces avions dans la neige, ces biplans dans la neige. Alors, l'expédition Byrd dans l'Antarctique, ce sera seulement 1928, dans 3 ans. Et Byrd emmènera sur des bateaux des biplans démontés qui seront remontés sur le continent antarctique et qui pourront communiquer par radio avec New York. Or, dans Montagne de la folie, ce que Lovecraft retient, c'est ces interruptions, ces impossibilités de communication radio, la tension, d'attente et puis ces accidents, ces écrabouillements, et puis finalement l'avion qui emmènera nos 2 narrateurs dans la ville interdite. Eh bien cette photo, elle pourrait être cet embryon, cette rupture d'imaginaire qui installe là les biplans dans l'aventure antarctique. 25 avions sont allés faire des observations et j'ai aussi retenu ça, des photographies en couleur à East Hampton, les premières photographies couleur qu'on va faire d'un événement comme une éclipse. Et le reste, je vous en ai parlé. Merci, à demain. C'est pas mal quand même, ça fait rien de faire des petits flashbacks. Ça fait du bien à tout le monde, non? À chaque fois, parce que notre regard change d'une fois à l'autre, vous croyez pas?